Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Djoliba TV News et dans votre émission Le Train littéraire, votre espace de rencontre mensuel qui a lieu tous les derniers jeudis du mois. Nous vous souhaitons donc, vous qui nous regardez sur Djoliba TV News, la bienvenue. Cher public sorti ici massivement, nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue à bord du train. Le train a aujourd'hui un invité très spécial, Modibo Basseydou Touré. Monsieur Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Traoré. Ça va, le moral c'est bon? Oui, ça va, ça tient. Karamoui Bismillah. Alors, monsieur Touré, si vous nous permettez, c'est une tradition dans cette émission. La première partie, c'est justement le partage de votre biographie, histoire de permettre à ceux qui nous suivent sur Djoliba TV, Djoliba FM, mais aussi au charmant public sorti pour en tout cas partager avec eux votre biographie, si vous nous permettez. Ok. Mesdames et messieurs, ancien élève du lycée Askia Mohamed où il obtint son baccalauréat en 2005 en série sciences biologie SB. Modibo Basseydou Touré est titulaire d'une maîtrise obtenue à la faculté des sciences économiques et de gestion FSEG à Bamako. Écrivain, professeur d'économie et de comptabilité, fondateur et promoteur de Magic Art, un atelier qui confectionne des modèles de Bogolan. Modibo Basseydou Touré a nourri dès le jeune âge une forte passion pour les livres. Depuis, cette passion ne l'a plus quitté. Il fréquente à ce jour de nombreuses associations de promotion de lecture et d'écriture, notamment le Club des lecteurs de l'Institut français, les Jeunes Esprits de la littérature malienne GELMA, le Club des lecteurs de la Bibliothèque nationale qu'il préside, secrétaire administratif de l'Union des écrivains du Mali, IEM. M. Touré est pratiquant des arts martiaux avec un diplôme international au taekwondo délivré par la Corée du Sud qui l'autorise à l'enseigner. Modibo Basseydou Touré est marié et père de 2 enfants. Sira, ou les divas de la capitale, est son premier roman. Alors, M. Touré, est-ce que vous reconnaissez dans cette biographie ou y a-t-il des points sur lesquels vous souhaiteriez justement revenir? Non, bon, je me reconnais parfaitement dans cette biographie. Je me reconnais. Très bien, tant mieux. Voilà qui est donc bien dit. Alors, nous allons justement rentrer dans le vif du sujet. Modibo Basseydou Touré, vous êtes auteur du livre intitulé, c'est votre premier roman, je l'ai dit, Sira ou les divas de la capitale, c'est bien ça? Lequel roman est justement édité aux éditions Innove Éditions. Tout à fait. C'est un roman de 118 pages, si je ne m'abuse. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de façon succincte de quoi est-il question dans ce roman, Sira ou le diva de la capitale? Bon, avant que je ne commence mon intervention, je tiens à remercier d'abord ce charmant public qui a laissé ses occupations pour être là ce soir, pour participer à notre émission. C'est l'occasion pour moi aussi de saluer Djoliba TV qui nous donne l'occasion, nous les écrivains, de nous exprimer et de faire la promotion de nos œuvres. Parce que quand on écrit, on veut faire la promotion de nos œuvres. Donc, soyez en remerciés. Je vous remercie également pour votre présentation et tout ce que vous faites pour la littérature malienne. Donc, c'est là où le diva de la capitale est mon tout premier roman. Je l'ai écrit en un bref temps. C'est un livre qui parle de la condition féminine surtout. Je voudrais aborder le féminisme sous un autre angle, parce que je ne suis pas d'accord avec nos sœurs qui parlent du féminisme, du combat féministe. Mais je n'ai pas voulu en faire un essai. J'ai voulu passer le message sous forme de roman, parce que le roman c'est plus subtil et on a beaucoup de liberté dans le roman. Donc Sira retrace l'histoire d'une femme, c'est le nom même du livre, Sira, qui a eu à faire des études à l'étranger. Elle a eu une licence en sciences de l'éducation. Maintenant, elle est venue travailler au Mali, plus précisément dans une ONG dénommée le GRADEM, qui milite pour le droit des enfants. Donc Sira, le seul problème qu'elle avait avec son mari, qui était un mari exemplaire, c'était de n'avoir pas donné naissance à un enfant pour ce mari-là. 5 ans de mariage, elle n'a pas donné d'enfant à son mari. Mais c'était une femme qui allait voir les Joumassiens aussi. Elle est partie voir plusieurs Joumassiens
Et le dernier auquel elle mettait son espoir lui a dit malheureusement qu'elle ne pouvait pas enfanter. Donc dans le désespoir, elle va demander à son mari de marier une femme plus jeune pour avoir la chance d'avoir un enfant, un héritier. Donc au début, le mari va décliner sa demande. Après, le mari va se marier, mais cette fois sous la pression d'un ami d'enfance du nom de Barou Sissé. C'est celui-là qui va lui donner son enfant, du nom de Awa, une fille de 18 ans qui n'avait pas froid aux yeux, qui s'habille à la Rihanna, voilà, qui aime la fête, la belle vie, qui n'était pas vraiment bridée. Elle était une femme qui aime la liberté, en fait, qui vivait en toute liberté. Maintenant, depuis que cette femme-là est venue dans le foyer de Kanté, le foyer n'a plus connu de stabilité. La Sinaya va s'installer entre les deux femmes. C'est une guerre sans merci. Samba, qui est le mari, va se lasser de la situation. Maintenant, arrivé à un moment, Awa va demander à leur époux commun de faire le choix. Soit c'est elle, soit c'est Sira. Maintenant, comme on le dit, la petite femme d'un vieux lui est plus chère que son vieux cœur qui bat dans sa poitrine. Il va choisir Awa. Donc, dorénavant, il va reléguer Sira au second plan. Et voilà, des années vont passer. Maintenant, quand il va surprendre Awa, avec son petit ami, parce que Awa, dans le mariage, avait aussi une relation extra-conjugale. Elle avait un petit ami du nom de Ousbi, un drogué qui avait claqué la porte de l'école depuis bien longtemps. Maintenant, quand il va l'apprendre subitement, il va tomber malade. Donc Sira va s'occuper de lui cette fois-ci. Et Sira va lui demander de ne pas faire comme il avait fait avec elle, de partager les nuits entre elle et sa jeune sœur Awa. Maintenant, quand il va profiter de ça là pour fouiller dans le placard de Awa pour voir si elle ne lui cache pas autre chose. Et là, il va tomber sur des pilules contraceptives. Donc, il était sûr que Awa n'était pas prête à lui donner un héritier. C'est là où la maladie va lui revenir, mais cette fois-ci avec une grande force. Et il va en mourir. Et avant de mourir, il va regretter 6 choses que j'ai mis dans le livre. Et ceux qui veulent savoir ces 6 regrets-là, je les invite à lire le livre. Maintenant, quand Awa va apprendre que son mari est décédé, elle va appeler sa tante au téléphone. La tante va lui demander de ne pas divulguer la nouvelle du décès, de prendre d'abord les documents intéressants, de faire disparaître tout ce qui est intéressant et important, les clés de voiture, ces documents, ces comptes en banque, voilà, les objets valeureux, et après de divulguer, de dispatcher la nouvelle maintenant. C'est ce qu'elle va faire. Donc c'est comme ça que quand elle va tout perdre après le décès, donc Sira aussi va perdre tout. Donc voilà, c'est un peu le combat féministe. Donc on va s'arrêter là, hein, parce que si vous racontez tout le soir, finalement, les gens qui n'ont pas encore lu l'œuvre ne vont pas certainement s'intéresser à l'œuvre. Et je vous recommande d'aller à la découverte justement de cet ouvrage, et justement qui est en vente à Innov Édition, qui ne fait que 5 000 francs. Voilà donc le décor qui est justement planté. Vous avez parlé justement de l'histoire de Awa et de Kanté, dans laquelle vient summixer justement la belle Sira. Donc Sira c'est la première épouse, et finalement son mari va être contraint de se remarier avec Awa, qui est justement la fille de son ami, comme vous l'avez si bien dit. Beaucoup d'histoires, c'est une histoire, M. Touré, en tout cas rocambolesque, si on peut le dire ainsi, avec beaucoup de retentissement. Nous allons essayer de rentrer dans les profondeurs. Alors, un roman qui parle de beaucoup de thématiques, c'est ça, il faut le dire. Alors, j'ai relevé un premier point, ça c'est d'abord la violence basée sur le genre. Je pense qu'il en est question dans ce roman-là. Aujourd'hui, nous savons que cette question, elle est d'actualité. Nous avons vu très récemment, chez nous à Bamako, bien entendu, des femmes qui se font battre par leur mari jusqu'à la mort s'en suive. Alors, cette violence basée sur le genre, vous le mettez dans quel contexte, M. Touré? Bon, c'est ce que j'ai dit dans ce livre. En fait, je partage la violence
Pour moi, la violence n'est pas l'apanage du seul homme. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Ici, on a l'impression que c'est l'homme seul qui est violent, parce qu'il y a tellement d'associations féminines qui militent dans ce sens. Elles prônent un homme barbare, un homme animal, une femme victime. Alors que les femmes font pire que l'homme souvent. Les femmes sont plus violentes souvent que les hommes. Parce que pour qu'un homme puisse tuer ou faire des atrocités, il faut qu'il s'adonne à la drogue ou il faut qu'il soit frappé par un problème qui le dépasse énormément. Mais la femme, voici une créature qui tue même sans prendre un paracétamol. Et on occulte ça en disant que c'est l'homme seul qui est violent. J'ai dit que, attention, l'homme seul n'a pas le monopole de la violence. Tel l'homme est violent, la femme l'est pire encore. Parce que la violence n'est pas que physique, la violence elle est psychologique, la violence elle est symbolique. La violence va au-delà de tout ce que nous imaginons. Il y a des hommes qui sont tabassés dans l'antichambre, même si on ne le dit pas assez haut. C'est pourquoi au Mali, il y a l'association des hommes battus. Oui, il y a une association dénommée Association des hommes battus qui réclame les droits des hommes qui sont tabassés par leurs femmes. Il y a tellement d'hommes qui sont martyrisés par leurs femmes dans la chambre que ce n'est pas possible. Il y a des fonctionnaires qui donnent la totalité de leur salaire à leurs petites femmes. Et même s'ils ont besoin d'un prix de carburant, ils vont supplier cette femme-là, chérie, donne-moi 2000 francs s'il vous plaît, je n'ai pas de carburant. Sur son salaire. Sur son salaire. Au fait, les femmes font une sorte de chantage que les hommes n'ont pas le courage de dénoncer souvent. Il y a des hommes qui sont tabassés, hein, qui sont mis à terre par leurs femmes. Même si on ne le dit pas assez haut, la violence basée sur le genre ne doit pas seulement concerner les femmes, il faut aussi mettre les hommes sur la liste. Ok, à côté de cette violence basée sur le genre, vous parlez tantôt d'une association dénommée Hommes Battus. Je n'en ai pas connaissance. J'ai quand même sais qu'il y a une association dénommée Femmes Battues. Ça, je sais, c'est quand même une première. C'est bon, ok. Alors, à côté de la violence, hein, vous avez parlé de l'émancipation de la femme. Voilà, dans la société, et il y a quand même l'égalité des sexes. Hein, et à ce niveau, je pense qu'il y a aussi à tenir compte le poids de la tradition et de la religion qu'il faut tenir compte. Pensez-vous qu'au XXIe siècle, que encore la femme puisse être émancipée? Mais c'est ce que j'ai toujours dit, je n'aime même pas le terme émancipation, parce que quand on dit émancipation, généralement ça a trait à l'esclavage. Ce sont les esclaves qui s'émancipent généralement. Je suis pour l'amélioration des conditions de vie de la femme, mais dire que la femme doit s'émanciper, je me demande en quoi elle est esclave au Mali. Les gens qui disent ça, quand tu leur diras que leurs mamans sont des esclaves, il faut t'attendre à un coup de poing dans la figure, dans les visages. Elles vont te boxer. Donc, nos mamans ne sont esclaves en rien. Elles se soumettent dans le mariage par choix. Parce qu'on le dit dans notre jargon, c'est dans ce seul contexte que la femme malienne se soumet à son mari. Mais aller dire que les hommes mettent de la pression sur la femme pour qu'elle se soumette et qu'elles sont des esclaves, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent ça. Au fait, le poids de la religion et de la tradition, c'est plus que normal parce que l'homme ne peut pas être comme un animal. Il faut que sa vie soit régie par des lois. Et ces lois-là, il y en a deux qui sont plus prépondérantes que les autres. Ça, c'est la religion et la tradition. Soit tu es dans la religion, soit tu es dans la tradition. Et ni la religion ni la tradition n'autorisent à ce que la femme soit l'égale ou supérieure de l'homme. C'est le contraire que la religion et la tradition demandent. Il faut que la femme accepte d'être gouvernée par son mari. Mais si on veut changer l'ordre du monde, on ne peut pas refaire le monde. Je dis aux femmes, leur premier combat, si le combat est noble, c'est de chercher d'abord
leur autonomie financière en essayant d'exercer des activités génératrices de revenus. Mais si tu attends tout de l'homme, même les prix d'un chewing-gum, il faut que c'est l'homme qui te paye ça, et tu oses dire aux gens que tu veux être légal, celui qui te nourrit, te soigne, te vêtit. Je me demande où est-ce que ce combat peut aller. Si c'est dans cette condition qu'elles veulent s'émanciper, eh bien, elles peuvent attendre encore les calendes grecques. Les calendes grecques, ok. Je m'en vais. Dans le roman, il y a une amie de Sira qui se nomme Fanta, qui prétend, en tout cas, penser qu'il y a des hommes aussi qui refusent souvent à leur épouse diplômée de travailler. Ces mots sont de Fanta, des maris qui refusent justement à leur épouse diplômée de travailler. Alors, est-ce que nous sommes toujours dans cette logique-là de la tradition qui dit que la seule place de la femme, c'est vraiment le foyer? Est-ce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas évolué? Est-ce que les hommes ne doivent pas comprendre aussi que les femmes aussi ont des besoins et pour, en tout cas, satisfaire ces besoins, qu'il faille, en tout cas, qu'elles travaillent? Bon, je dis que la société a tout programmé déjà, parce que la division scientifique du travail n'émane pas seulement des économistes, c'est depuis la tradition. Les hommes, leurs travaux sont connus, c'est l'agriculture, la chasse, la pêche, etc. Les travaux de la femme aussi sont connus, les ménages, la cuisine, laver, n'est-ce pas, les vêtements, etc., etc. Mais je ne suis pas contre la fonction des femmes dans les bureaux et consorts. Mais je suis surtout pour une autorisation cadrée, pas une autorisation libertine, en fait. Nous ne sommes pas, au fait, l'Occident. Nous ne ressemblons pas du tout à l'Occident. Si l'homme sort le matin et rentre le petit soir, et que la femme aussi sorte le matin pour rentrer le petit soir, qui va s'occuper des enfants? Parce que ces mêmes femmes-là vont employer d'autres femmes qui vont s'occuper de leurs enfants et de leurs maris. Et celle-là aussi n'a pas droit de partir travailler ailleurs. Au fait, c'est là où je ne suis pas dans le combat. Je l'ai dit dans le livre, les femmes, elles font une lutte sélective. Elles se battent pour l'épanouissement d'une catégorie de femmes et elles tournent le dos à une autre catégorie de femmes. La situation des aides ménagères, par exemple, dans le combat féministe, elles ne sont pas invitées. Les femmes de la brousse ne sont pas concernées, alors que ce sont ces femmes-là qui souffrent plus que celles qui sont dans la grande ville. Mais pourquoi, si le combat c'est pour toutes les femmes, pourquoi on ne les invite pas? Je ne suis pas, en tout cas, contre à ce que les femmes soient dans les bureaux, dans les avions, même dans le gouvernement, je ne suis pas contre ça. Mais je pense que la femme ne doit pas... Elle doit savoir que elle est faite pour le foyer, pour être clair. L'homme, c'est l'homme qui doit partir chercher de l'argent et tout ce qui est nécessaire pour la famille, parce que c'est l'homme qui prend la femme en charge. Mais ces mentalités-là, M. Touré, nous sommes au XXIe siècle, elles doivent évoluer. Pensez-vous qu'on doit toujours cantonner la femme dans son rôle seulement? Nous sommes au XXe siècle, mais les hommes, ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes femmes et ce sont les mêmes lois qui régissent le monde. Peu importe la date, les choses n'ont pas changé. Rien n'a bougé, en fait. Nous ne pouvons pas calquer nos modèles de société sur le modèle de société européen. Ce n'est pas possible. D'accord. Vous parlez tantôt vous avez dit dans le livre aussi, il y a un combat que la femme doit mener, c'est celui contre l'injustice, autrement dit, lutter pour la justice. Tout à fait. Vous résumez en tout cas le combat de la femme à ce sens-là. Et vous pensez que même entre les femmes, il y a une sorte d'injustice. Vous parlez tantôt de l'histoire des aides ménagères. Et vraiment, l'histoire des aides ménagères, ça m'a vraiment marqué dans ce roman. Il y a un moment donné, je me suis vu face à un poème, à une complainte même d'une aide ménagère. C'est à la page 24. Je pense que nous allons lire un extrait. Voilà. Et surtout quand le
l'époux Kanté a trouvé une jeune dame qui pleurait parce que sa patronne lui aurait refusé de payer ses dus après plusieurs mois de service. Alors, vous dites ceci, voilà, je me couche après tout le monde, je ne connais ni samedi ni dimanche, je travaille toute la semaine, je suis jeune bonne à tout faire. Je me lève avant tout le monde et je me couche après tout le monde. Je ne connais ni pluie ni vent glacial. Je travaille toutes les saisons de l'année. Je suis une bonne à tout faire. Je me lève avant tout le monde et je me couche après tout le monde. Je prépare, je lave, je balaye. Peu importe la tâche, je l'accomplis. Je suis une bonne à tout faire. Je me lève avant tout le monde et je me couche après tout le monde. C'était un passage en tout cas qui m'a beaucoup marqué. Les femmes, effectivement, c'est des femmes aussi. Et même par rapport à la journée du 8 mars, quand on avait remis les pagnes à Sira, Sira est venue remettre les pagnes à son aide ménagère qui s'est nommée Madina, parce que aussi elle doit faire partie aussi de la fête, parce qu'elle porte aussi la casquette de femme. Alors nous avons vu des patronnes dans nos cités qui refusent, qui battent même souvent ces aides ménagères ayant demandé leur dû. Votre réaction? Vous l'avez tout dit, au fait, vous l'avez dit déjà. En fait, moi, je suis tellement étonné du combat féministe qu'on mène au Mali que je me demande souvent si ce n'est pas de l'hypocrisie voilée. Parce que les femmes ne veulent plus être esclaves, mais elles veulent toutes être maîtresses. En fait, voici des femmes qui prennent du plaisir à esclavagiser d'autres femmes. Les aides ménagères sont torturées. Elles dorment mal, généralement dans les cuisines, à la merci des moustiques et des cafards, des salamandres. Elles mangent le reste, des miettes. Elles sont payées avec une somme dérisoire. Elles ne sont pas soignées, généralement par leur patronne. Et pire encore, elles sont traitées de voleuses dans la plupart des cas, et souvent injustement. Je me demande, au fait, la violence est tellement prépondérante entre les femmes que ce n'est pas possible. L'homme est plus clément au Mali à l'égard de la femme que la femme ne l'est à l'égard de sa consoeur. Mais cela s'explique par quoi, Modibo? Femme en tant que femme, justement, parce que c'est elle qui engendre. Comment peut-elle être méchante envers une autre femme, surtout envers l'enfant d'une autre femme? Moi, je me pose cette même question. Je n'ai pas la réponse. Peut-être les femmes qui sont ici vont nous donner la réponse. En tout cas, je suis sûr que les femmes, autant les hommes sont démoniaques, les femmes le sont aussi, autant l'homme est luciférien, il y a des femmes aussi qui le sont. Au fait, il ne faut pas seulement diaboliser l'homme, il faut avoir cette vision manichéenne de la situation. La violence est partagée. L'homme est plus clément que la femme, je peux le dire, sans hésitation. Dans cette violence qui est perpétrée contre l'aide ménagère, Sira, elle sort du lot, parce qu'il avait en tout cas une sorte de complicité, en tout cas on peut le dire ainsi, entre Sira et son aide ménagère, Madina. La preuve, même Madina, quand elle est partie dans son village, elle est quand même retournée. C'est une preuve de fidélité envers sa patronne pour dire que si tu n'avais pas été aussi une bonne personne, je ne serais plus revenu dans cette famille. Comme beaucoup de bonnes, déjà, les aides ménagères le font. Alors, la complicité entre Sira et son aide ménagère, Madina, quand Sira même, elle était devenue comme une amie, parce que finalement, Sira se confiait plus même à Madina qu'à ses propres amis. Et nous allons voir à la suite, à la fin du roman, les divas qui sont censées justement soutenir Sira dans ses épreuves difficiles vont se soucier à autre chose. Je pense que nous allons en parler avant la fin de cette émission. Alors, cette complicité entre Madina, l'aide ménagère de Sira, et sa patronne, effectivement, est-ce que réellement toutes les femmes devraient s'inspirer de l'expérience de Sira dans ce sens-là? Au fait, mon souci dans ce livre est que j'ai voulu être impartial. C'est un livre dualiste. Il y a Madina qui est bien traitée par Sira, mais il y a aussi Awa qui maltraite son aide ménagère, Adjara. Donc, au fait, c'est pour dire qu'il y a des femmes qui sont soucieuses du traitement qu'elles donnent aux autres. C'est pourquoi je dis qu'il faut prôner la justice et non il ne faut pas demander l'égalité. Parce que l'égalité aussi est une forme d'injustice, ce qu'on ne dit pas assez.
Voilà. Moudou, vous savez, j'ai été bluffé dans ce roman, surtout la partie où vous nous parlez de l'agriculture, vous l'avez parlé tantôt. Hein. Les Bamakois, nous savons que en tout cas, les Bamakois ne cultivent pas. Qu'est-ce que vous savez de l'agriculture? En tout cas, quand j'ai lu les pages 37 jusqu'à la page 38, je me suis dit, tiens, celui-là, est-ce qu'il a fait des études à l'UPR et de Katibougou? Et réellement, j'ai été bluffé, hein, Mouribou, sans mentir. Votre connaissance de l'agriculture, d'où sortez-vous? Bon, j'ai été à Sélingué. Il y a un petit village, quand il dépasse Sélingué, on appelle ça Taran. J'ai été là-bas pendant l'hivernage. J'ai été au champ, j'ai observé, j'ai fait des enquêtes sur l'agriculture traditionnelle et j'ai fait une comparaison entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. Voilà, pour essayer de montrer que l'Afrique a sa vision. Parce que l'Africain est tellement critiqué qu'on est complexé, on est blessé même dans notre orgueil, on pense que nous ne sommes rien dans le monde. J'ai juste voulu montrer comment, au fait, cette agriculture traditionnelle est organisée, tellement elle est en avance sur qu'on appelle la préservation de la nature. On ne coupe pas n'importe quel arbre, et on ne met pas le feu à la forêt n'importe comment. Tout est cadré. Et même si quelqu'un n'est pas en mesure de cultiver bien son champ, comment est-ce que les autres s'organisent pour l'aider? Et comment, voilà, j'ai juste voulu faire une comparaison pour montrer que avec les problèmes d'échauffement climatique, l'Afrique est une école où le monde doit venir vraiment apprendre. Voilà. Ok. Alors, vous êtes Touré, hein, de Bamako, parce que vous êtes né à Bamako, il faut le dire. Il y a quand même l'abondance des expressions en bamanankan, sauf que ces expressions ne sont pas du tout traduites. Cela peut justement être un handicap, hein, pour le quelqu'un qui n'est pas bambara quand il lit, parce que logiquement, la logique voudrait que, alors, qu'en bas de page, que en tout cas les expressions en bambara soient quand même expliquées en tout cas ceux qui ne sont pas bambarafos, si on peut le dire ainsi. Moi, j'aimerais savoir l'abondance des termes là en bambara, ça sort d'où aussi? Bon, c'est ma façon de parler. Toute personne qui me connaît, qui me lise sur Facebook, je m'exprime beaucoup en bamanankan. Je fais de la polyphonie, ça c'est mon style. Mais en tout cas, j'aime faire la promotion de la langue bamanankan, parce que je milite pour ça aussi. La seule guerre qui ne connaît pas de répit est la guerre des langues. On ne peut pas se développer sans mettre en valeur sa langue. Aucun grand pays, aucune grande nation ne s'exprime sur la scène internationale dans une langue étrangère. Imaginez si notre armée communiquait avec la langue bamanankan. Est-ce que ces renseignements seraient interceptés par les ennemis pour en faire des armes contre notre armée? Ils peuvent le traduire, hein? Mais ça va prendre du temps. Mais si toutefois nous disons tout en français ou en anglais, nos communications peuvent être interceptées et utilisées contre nous. Les artistes qui se sont fait des renoms internationaux ne les sont pas devenus en usant d'autres langues. Oumou Sangaré, par exemple, elle est devenue la star planétaire avec les chansons en bamanankan. Surtout du Wassoulou. Les films qui ont rapporté des grands prix, Fesbako, ce sont des films qui sont tournés en bamanankan. Je peux continuer la liste. Au fait, le bas des pages, je pense que c'est mieux dans les essais que dans les romans. Parce que quand tu lis une phrase ou un jargon en bamanankan, tu vas appeler un Malien pour lui demander mais ça veut dire quoi ça? Ça pousse le lecteur. Donc c'est fait sciemment, hein? C'est fait sciemment. C'est fait sciemment parce que quand tu mets un bas de page, il va seulement lire et puis il va continuer. Il peut même oublier les mots. Mais si la personne est curieuse... Donc vous voulez pousser vos lecteurs à fournir pour plus faire la d'efforts, promotion de la langue bamanankan. Ok. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on continue. La femme. Vous savez, dans ce roman, je n'arrive pas du tout à comprendre la femme et la femme reste un mystère, tout comme la mort. Je pense qu'on va aussi en parler parce que la mort est un mystère. C'est Sira, la même Sira qui va demander à son époux Kanté. Et la première fois qu'elle va appeler Kanté par son prénom Samba, très symbolique.
elle a toujours appelé Kanté, mais le jour où elle décide de lui parler de façon solennelle, elle décide de l'appeler par son prénom, ce qui veut dire que c'est quand même symbolique, le prénom s'en va. Alors, mais sauf que elle pousse son mari à se remarier parce qu'elle était déjà en incapacité de procréer, bien entendu. Effectivement, Samba va décliner l'offre parce qu'il n'était pas préparé. Vous avez même dit que beaucoup de gens viennent au mariage sans y être préparés. Justement, vous l'avez dit quelque part. Mais par la suite, hein, alors à la page, je ne sais pas trop, Samba quand même va aller finalement annoncer justement à Sira son intention de se remarier. Pourtant, c'était aussi le vœu de Sira. Et quand il dit ça à Sira, Sira était sous le choc. Comment expliquez-vous l'attitude de Sira, surtout que c'est elle qui est la première à proposer à son mari de se remarier? Omar, pour être sincère, même aujourd'hui, je me demande comment Dieu a créé la femme. Tellement elle est compliquée, je vous dis. C'est la femme, celle qui peut faire ça. Elle est tellement ambivalente que tu lui demandes souvent ce qu'elle aime dans la vie, elle va te dire qu'elle ne sait pas. Tu demandes à ton mari de prendre une autre femme. Quand ton mari va te demander, te dire qu'il, chérie, maintenant, je suis d'accord avec toi, je t'ai trouvé une jeune sœur, elle n'est pas contente. La femme est comme ça. Voilà. Je ne sais pas, peut-être elles sont là, elles peuvent nous dire comment c'est possible. Il ne faut pas tout ramener à la femme pour qu'elle s'explique. C'est vous qui l'avez écrit et vous avez peut-être votre regard là-dessus. Parce que la femme, pour moi, je sais que la femme est ambivalente. La femme est ambivalente. Elle est comme ça, comme ça. Difficile de la cerner. La femme n'est jamais... au fait, elle n'est... C'est un être qui est très, très, très subtil. Très subtil, très rusé, très, très, très obscur. La femme est trop profonde, en fait. D'accord. Alors, Modibo, lorsque les amis d'Isra vont se retrouver, hein, elles vont papoter, chacune d'elles va raconter des histoires, surtout qu'elles étaient en train de parler sur les femmes. Et quelque part, il y a même une d'elles qui va dire que je ne sais pas, je ne suis pas trop fort en Bamananga. Et parce que tout simplement, vous avez dit quelque part que ces femmes qui se plaignent de leur époux n'ont pas su les retenir. Et quelque part, Sira va même donner des astuces, hein, n'est-ce pas, à ces femmes pour voir comment retenir, sinon contenir son nom. C'est à la page 55 que je vais essayer de lire un passage rapidement. Voilà, ces propos sont en tout cas de Sira. Hein. Voilà. Au cas où elle possède des biens propres à elle, il est souhaitable qu'elle aide son époux dans les charges conjugales tout en lui témoignant son amour et son affection. Elle ne doit pas sortir du domicile conjugal sans la permission de son époux. L'épouse ne doit pas recevoir dans le foyer marital une personne que son époux n'apprécie pas. Elle doit de temps en temps, si elle en a les moyens, bien sûr, lui préparer des plats spéciaux et solder tout cela par l'encensement de la chambre et de l'antichambre. Mais nous, les femmes, nous avons tendance à oublier ou négliger tout cela, alors que ce sont ces petits accessoires qui consolident le mariage. Nous, si les couples ne fournissent pas d'efforts, l'amour ne fera pas la magie. Donc, comme pour dire que l'homme a besoin en tout cas d'être entretenu, qu'il sache qu'il y a une femme qui est là, qui veille sur lui. Parallèlement, la femme aussi a besoin de ça. Et nous avons vu quelque part, les femmes disent, les hommes courent après nous quand ils sont là, quand ils font la cour. C'est des petits messages qui pleuvent. Chaque minute, il y a un message qui vient, des petits cadeaux qui pleuvent. Mais une fois que la femme est dans la maison, c'est fini déjà. C'est déjà un acquis, on passe à autre chose. Le lien entre les deux. Le lien entre les deux ont raison. Sira a raison parce que l'homme aime les belles choses. Tous les hommes aiment voir leurs femmes bien parées, exhalant une odeur suave. Mais quand la femme se néglige, elle ne se lave pas proprement, elle ne se pare pas pour son homme dans la maison,
le monsieur va regarder ailleurs, c'est clair. Les filles de Bamako savent séparer. Et toi, tu as une femme de 30 ans chez toi qui donne l'image d'une femme de 50 ans. Et tu vois, tu tombes sur une fille de 16 ans et qui est bien sapée, mais la tentation te gagne. Maintenant, les femmes qui sont conscientes vont essayer de se mettre en valeur. Elles vont se laver, se mettre propre, se parer correctement et voilà. Elles ne vont pas faire comme les filles de la rue, mais elles vont en tout cas essayer de s'habiller de façon attrayante. Il ne faut pas que les femmes se négligent et laisser le mari courir dans la rue. Non, dire que les hommes, oui, elles font du plaisir à une femme quand ils la courtisent, et une fois la femme acquise, il va tourner la veste. C'est évident, je ne connais personne qui va continuer à nourrir un poisson une fois que le poisson est attrapé. On ne nourrit pas un poisson qu'on a déjà attrapé, c'est ça. Tous les efforts qu'on fournissait, c'était juste pour gagner le cœur. Une fois qu'on a le cœur, eh bien, après l'effort, c'est le réconfort. Voilà, c'est à elle maintenant de se battre. Mais le poisson aussi a besoin d'être entretenu, M. Touré. Le poisson a besoin d'être mangé. Alors, toujours parlant du mariage, il y a Kanté se rappelle les propos de son papa quand il dit la seule guerre au monde dans laquelle on dort à côté de son ennemi est le mariage. C'était la page 100. Je ne comprends pas, monsieur Touré. Pensez-vous que le mariage, en tout cas les couples qui vivent sous le même toit, soient des ennemis? Mais c'est évident, je sais que vous le savez mieux que moi. Je ne sais pas, Touré. Tu es ta femme, mais ceux qui sont mariés le savent. Souvent, il y a des nuits où l'homme dort comme ça, la femme dort comme ça. Mais c'est normal. Il y a un mur de séparation. L'homme a les poings fermés. Et quand elle me touche, je vais la boxer. Et la femme aussi, elle a ses griffes positionnées. Quand l'homme va me toucher, je vais... voilà. Au fait, souvent, les cœurs sont... L'homme et la femme sont frustrés l'un contre l'autre. C'est pour dire que dans ces moments-là, il arrive souvent dans la conscience de la femme de tuer son homme. Il arrive aussi dans la conscience de l'homme de tuer sa femme, quoi, au fait. Je ne dirais pas qu'ils vont le faire, mais à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la haine qui va naître. Et ça peut oui, prendre, la haine, cette haine ne doit pas nous pousser, en tout cas, à aller assassiner, en tout cas, son conjoint, sa conjointe. C'est ce qu'on nous enseigne avant le mariage. On dit, dans tout mariage, il y a laquelle qui va vous visiter de temps en temps. Mais si vous lui donnez un gîte pour dormir, elle va dormir. Mais si vous lui dites, il faut continuer, nous, on n'a pas besoin de vous ici. Laquelle va continuer, elle va continuer son chemin. Donc c'est à l'homme de se dire, je suis le chef. Même si ma femme me fait du mal, même si je ne la comprends pas souvent, je dois dominer mes sentiments pour honorer mes devoirs. Donc c'est ma femme, il faut que je maîtrise la situation. Mais si on se dit, c'est ma femme, elle doit m'obéir, vaille que vaille, et là, tu ne vas pas la comprendre, c'est là où ça peut causer des fissures entre vous. Voilà. Et toujours parlant de la question de mariage, vous l'avez dit à la page 97, le mariage est comme la mort, je pense que nous avons dit, peu de gens y arrivent préparés. Qu'est-ce que vous voulez réellement dire par là? Oui, c'est vrai, la mort ne donne pas de préavis. La mort, elle tombe drue sur la tête. Pour le mariage, on se prépare. Pour le mariage, c'est comme ça aussi. On se prépare. Tu demandes à 100 hommes mariés, est-ce que tu étais sûr le jour où tu t'es marié là, tu étais sûr que tu allais te marier ce jour-là? Il va te dire non. Je n'y m'attendais pas du tout. Et tu lui demandes la femme que tu as épousée, est-ce que cette femme-là, tu l'avais prédestinée? Est-ce que tu pensais que c'est cette femme que tu allais épouser? Il va te dire non. Peut-être même, ils sont nés et grandis dans les mêmes quartiers.
Mais si tu lui avais dit à ce moment-là que c'est celle-là qui allait être ta femme, il allait dire non. Mais la situation va faire que celle-là va devenir sa femme. Donc, au fait, il n'a pas de pouvoir sur la date, la manière et la femme qu'il va marier. Donc, c'est pourquoi je dis, je le compare à la mort. Peu de gens y arrivent préparés aussi parce que pour bien gérer son foyer, ce n'est pas un jeu d'enfant. Hein. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Tu le sais bien que moi, un chef de famille n'est pas un chef de grain. Au fait, ta copine peut te jouer des vilains tours. Tu peux mettre fin à votre relation, tu peux la punir, tu peux la tabasser. Mais quand ta femme te fait ça, tu gères autrement. Au fait, mais ça demande un peu de maturité. Mais souvent, il y a des gens qui se marient sans cette maturité-là. Et j'aimerais en tout cas qu'on revienne aussi sur les propos du papa de Kanté. Nous savons très bien que Kanté a été élevé par un père pauvre, très pauvre, il faut le dire. Hein. Sauf qu'il se rappelle encore ces propos de son papa qui disait ceci: il n'y a pas de mauvais enfants, mais voilà, de mauvais parents. Tout à fait. Oui, qu'est-ce que le papa voulait dire par là? Le papa voulait dire à Kanté, parce qu'il est bien de souligner cette partie-là. Je l'ai mis expressement parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir de gros moyens pour bien éduquer son enfant. Alors que c'est faux. Le père de Kanté n'avait même pas les moyens de se vêtir correctement. Moi, on le connaît. Les ramassis, les amis bariolés. Voilà. C'était sa seule tenue pendant les fêtes, même les jours normaux, il s'habillait comme ça. En fait, mais avec ce maigre moyen, quand il allait à l'école, il ne manquait pas de kit scolaire. Il avait une bonne éducation parentale. C'est pour que quand il regarde les jeunes d'aujourd'hui, il se dit, et tiens, il n'y a pas de mauvais enfants, mais plutôt de mauvais parents. Et il donne raison à son papa. Parce que il y a des bidéo main, bidéo tiena, bifao de phénomène, bifao de phénomène. Parce que je dis à tout le monde que éduquer est difficile qu'enseigner. Parce que pour enseigner, il faut juste avoir la connaissance. Mais pour éduquer, il faut l'être d'abord. C'est philosophique, hein? C'est pas du tout. C'est pragmatique. Quelqu'un qui est mal éduqué ne peut pas donner une bonne éducation à son enfant. Il faut que tu sois bien éduqué. Il faut que tu donnes une bonne éducation à ton enfant. Parce qu'on éduque en donnant l'exemple soi-même. D'accord. J'aimerais qu'on parle un peu de la famille de Nyanzon. Nyanzon était un homme polygame. Il avait deux épouses, Fili et Nyele. Je pense que, en tout cas, comme vous l'avez si bien dit, vous avez dit la Sinaya. C'est comme ça que vous l'avez dit, en tout cas les co-épouses. Alors, cette histoire, pour moi, elle sort du commun des mortels. En tout cas, l'attitude de Nyele envers sa défunte co-épouse. Au décès de Fili, son mari aussi, Nyanzon, n'avait absolument rien. Même pour avoir de quoi, en tout cas, couvrir le Fili, il n'avait pas les moyens. Il a fallu qu'il demande à Nyele, la co-épouse qui était encore en vie, de lui prêter une couverture afin de couvrir en tout cas le corps de sa co-épouse, chose qu'elle a catégoriquement refusée. Il a donc fallu que Nyanzon retire de force la couverture pour couvrir justement Fili. Et c'est comme ça qu'ils ont été enterrés, ils ont été inhumés Fili. Et Nyele n'était pas d'accord. Alors c'est après qu'elle va déterrer le corps de Fili pour retirer la couverture qui l'appartenait. C'est inexplicable, Modibo. Comment se fait-il qu'un humain peut être si méchant à ce point? Mais la femme le peut. Hein. La femme le peut. Apparemment, vous êtes dur avec les femmes. Hein. Oui, la femme le peut. C'est l'homme. Ça étonne l'homme, mais ça ne m'étonne pas. Parce que moi, je sais que la femme elle fait pire que ça. C'est juste pour donner une idée sur la cinéma, jusqu'où peut aller cette guerre-là. Quand il s'y a chose qui n'est même pas restée sans incident sur le village. Hein? Oui. Un homme ne va jamais faire ça. Oumar, toi et moi, nous sommes là en Mandi. Tu as des problèmes, je te gère. Entre hommes, on le fait. Mais entre les femmes, même si elles sont comme ça, là, c'est un colosse au pied d'argile. Les femmes ne sont jamais claires entre elles. En fait, nous les hommes, on n'a pas de problème. Un gars n'a pas de problème avec un autre gars. Mais une femme a toujours des contentieux avec sa consoeur. C'est comme ça. Et pour eux, le monde finira aveugle.
La loi du talion, très bien. Alors, les divas de la capitale, parce que c'est comme ça qu'on appelait le grain de Syrah, hein, les divas de la capitale, c'est bien ça. Syrah, elle est restée sans enfant plusieurs années. Il a fallu le décès de son mari pour que pendant le veuvage, qu'elle se rende compte qu'elle était vraiment enceinte de 2 mois. Finalement, elle va accoucher. Mais moi, je ne comprends pas les amis, l'attitude des amis de Syrah. Quand vous parlez toujours des femmes, franchement, je suis désolé, il faut qu'on le dise. Moi, je ne l'ai pas dit, c'est Mouroubou qui l'a dit dans le livre. Alors, vous l'avez dit, hein, du moment que Syrah se réjouissait d'avoir un enfant après avoir passé plusieurs années, surtout que son mari est défunt, Hawa avait pratiquement fait disparaître toutes les preuves, même le testament avait disparu. On n'avait pas pu trouver le testament. Même la maison dans laquelle Syrah vivait, un huissier un beau matin est venu dire que la maison a été vendue. C'est une femme qui peut faire ça à une autre femme. Ok. Alors, pendant que Syrah se réjouissait de l'arrivée de son enfant, qu'elle préparait son baptême, les autres divas se souciaient plutôt de ce qu'elle allait apporter comme cadeau à Syrah. Parce que Syrah, c'était quand même quelqu'un qui était là pour tout le monde. Elle a participé à tous les baptêmes, elle a donné des cadeaux d'une valeur inestimable à certains même. Et à la veille du baptême, ces divas, les amis de Syrah, n'avaient absolument rien trouvé. En tout cas, parce que c'était les cadeaux qu'on offre, vous l'avez dit, hein, lors des baptêmes, il y a même un cahier qui est ouvert. Hein, c'est devenu une tontine, ce n'est pas une œuvre de charité, mais c'est une tontine, vous l'avez dit. N'est-ce pas? Ok. Je ne comprends pas. Quand Syrah va appeler Mme Diarra pour lui annoncer à la veille du baptême qu'elle venait de perdre son enfant, et c'est par là que le roman même prend fin, les divas étaient toutes contentes. Elles se réjouissaient justement du décès, du rappel de Dieu de l'enfant de Syrah. Comment expliquez-vous? Est-ce que réellement ça explique encore que la femme reste un mystère? C'est ce que j'ai dit. La femme est une école à part. Hein. En fait, quand elle décide de faire le mal, même le diable s'assoit pour apprendre les leçons. En fait, les divas se souciaient plus de leur humiliation. Voilà, les divas, ce sont les gorobinets de la capitale. Hein. Elle n'avait rien à donner à Syrah. Mais elle n'exerçait aucune activité génératrice de revenus. Elle n'exerçait aucune activité génératrice de revenus. Donc, au fait, elles étaient là, elles n'avaient rien à offrir. Et le lendemain était le baptême. Donc, si elles n'avaient rien à offrir, c'était l'humiliation. Maintenant, elle se souciait de cette humiliation-là, mais pas à l'enfant. Mais quand l'enfant va mourir maintenant, il n'y aura plus de baptême. C'est devenu un soulagement pour elle. C'est un soulagement. La femme est comme ça. Elles sont là, hein, le débat peut continuer. Et l'une d'entre elles va mettre sa photo sur son statut WhatsApp. Et sa copine qui est à l'autre bout du monde va voir sa photo sur son statut WhatsApp. Elle va montrer ça à sa copine. Et ma karsaya, anaka foire fondé tembagne, anaka rouge à lèvres bagne. Et anaka meshi couleur ban nous. Ou ma ania tourner une photo ta. Oui, elle est. Et puis elle fait quoi? Elle met cool, j'aime, super. Ce sont les femmes qui peuvent faire ça, Omar. Si moi je dis que tu es au top, tu sais que tu es au top. Mais quand une femme dit à l'autre, tu es au top, tu es par là, va reprendre ton maquillage. Je pense que c'est... Ok. Alors, je vais finir par cette autre histoire sur les femmes. Je ne suis pas l'auteur du livre, je ne fais que dire ce que j'ai lu. Modibo, la mort de Doussou. Quand Doussou est décédé, ça a trouvé que Doussou avait un enfant. Pendant son baptême, il y a ses amis, ses copines qui étaient passées lui offrir des cadeaux, certains de l'or, des pagnes. Mais après le rappel à Dieu de Doussou, ces mêmes femmes sont retournées dans sa maison pour aller réclamer ce qu'elle avait remis à Doussou pendant son baptême. Décidément, oui. La femme, Modibo, qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Elles ne m'ont rien fait. Qu'est-ce qu'elles se sont faites? Parce que c'est entre les femmes. Au fait, le baptême, c'est le cadeau qu'on apporte à la maman. Ce n'est pas un cadeau de charité. C'est un revolving. C'est comme de la tontine. Hein. C'est pourquoi tout est listé dans le cahier. Et quand Doussou va mourir, après le baptême de son enfant, la mère va mourir et laisser l'enfant dans le berceau. Les femmes qui lui avaient cadonné
le jour du baptême, vont aller récupérer leur dû. Parce que l'enfant ne peut pas payer ça. Donc, si l'enfant ne peut pas payer ce que j'ai donné à sa maman, je vais prendre ce que j'ai donné à sa maman parce que la maman n'est plus là. Ok. Donc, ce sont les femmes qui peuvent faire ça, Omar. D'accord, merci. En tout cas, mesdames et messieurs, veuillez applaudir M. Modibo Basseydou Touré pour ces éléments de réponse. Voilà, comme je le disais, hein, nous allons recenser quelques témoignages rapidement, très rapidement d'ailleurs, et des questions s'il y en a. Et M. Modibo va nous faire le plaisir de répondre dans un laps de temps. Voilà. Monsieur, vous voulez bien prendre la parole? Voilà, 2 mots, hein, la collaboration avec Modibo, 2 mots, c'est une tribune, ça permettra aussi de parler un peu de votre édition. D'accord, je parle d'ici, c'est bon là? Ok, bonsoir à tout le monde. Je me présente d'abord, je m'appelle Serge, directeur de publication chez Innov Édition. Nous collaborons avec Modibo qui est, moi je l'appelle souvent le boss et il n'est pas d'accord avec moi parce que c'est quelqu'un qui est très talentueux, il est dans plusieurs domaines. C'est pas un littéraire, mais il est très fort dans le domaine des livres et il essaye de vaincre l'idée selon laquelle c'est les littéraires qui peuvent faire des livres. Et je l'encourage pour ça et je le félicite beaucoup. Donc chez nous, à Innov Édition, nous avons une politique assez simple, parfois simpliste même, c'est-à-dire promouvoir l'écriture chez les jeunes pour qu'ils puissent aussi apporter leur pierre à l'édifice qu'est la littérature malienne. Voilà. Donc nous éditons tout le monde, les jeunes comme les moins jeunes maintenant, parce qu'on avait commencé par les jeunes. Après avoir nous-mêmes subi beaucoup de rejets dans les maisons d'édition, on a décidé de se lancer et de faire quelque chose pour nous-mêmes. Voilà. Donc grosso modo c'est ça. Nous faisons les livres pour tout le monde. Il n'y a pas de limite dans tous les genres littéraires aussi. Et on le fait parfois et nous oublions que nous-mêmes on écrit parce qu'on s'est assez investi dans le travail des autres. Le livre de Modibo, il est disponible à Innov Édition pour ceux qui veulent l'avoir. Il y a quelques exemplaires sur place ici pour ceux qui veulent le prendre et le lire après. Félicitations à toi et bon courage. Très content de t'avoir chez nous. Bonsoir tout le monde. Chaka Keita, je sais pas, journaliste, écrivain, entre guillemets. Merci beaucoup à Grand. Je ferai très d'économie de temps. Parler de Modibo, je n'aime pas trop les témoignages parce que ça nous pousse parfois à mentir. Je vais droit au but concernant Siraou les divas de la capitale. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé qui part du postmodernisme. Je pars sous le contrôle de mes aînés qui sont là, qui va au-delà des tabous, comme dirait l'autre. Mais ce qu'il faut beaucoup noter, c'est le courage de dire ce que nous pensons. Parce qu'au Mali, on veut toujours dire ce qui plaît aux autres. Et parfois, ça tombe très mal. Et cela m'amènera à parler un peu de Jacques Brel, les classiques le connaissent très sincèrement, qui disait « L'homme est très imbécile. Il suffit qu'il y ait une femme entre sa vie pour que tout bouleverse. » Et je pense que cela a presque été le cas. Mais malheureusement, Modibo m'a un peu déçu. Quand on voit le déroulement, le début même, je ne vais pas parler d'un terme un peu codé, le début du livre, c'est les propos d'un divin. Nous connaissons la place des divins dans notre société, mais c'est à cause de la mauvaise interprétation d'un divin que tout cela est arrivé. Et pourtant, le contraire, on voit dans le livre de Fils Kabendi très rapidement, c'est le propos des divins qui va sauver quelqu'un. Donc pour dire indirectement que Modibo, malgré son attachement aux valeurs africaines, il a aussi ses côtés musulmans qui pèsent sur également ses analyses. Sinon, on aurait donné plus de crédit aux divins. Mais malheureusement, Modibo veut nous dire que la religion n'aime pas ça et voilà que ça n'a pas marché. C'est ce qui dirait le contraire. Alors, merci. Prenez 2 interventions, on va arrêter là parce que nous sommes vraiment suffisamment pris par le temps, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez Mahamadou Issa Samake,
enseignant privé, auteur, écrivain et président du club de lecture Kalamlo. Merci pour la parole donnée. Je tiens à féliciter notre cher écrivain Modibo. Nous avons été quand même beaucoup servis en humour, en analogie. Je tiens tout simplement à lui dire que le poisson est fait pour être mangé, mais on ne mange pas le même poisson deux fois. Donc, il faut le savoir. Voilà, donc j'ai quand même beaucoup aimé ce roman. Nous avons eu la chance de le recevoir dans notre club de lecture Calamblo pour parler de ces livres-là. Un roman est fait pour divertir, mais aussi surtout pour donner des conseils, pour surtout conseiller. Si nous essayons de voir les passages là où tout est venu, toute cette histoire est venue, qui est les propos du divin, je crois que chacun Modibo est en quelque sorte dans l'actualité, parce que nous connaissons de nos jours beaucoup de gens qui se réclament être des divins, qui disent prévoir l'avenir, mais on sait que c'est des gens qui interprètent mal. Donc je demande tout simplement aux femmes, sinon à tous les hommes, les êtres humains, d'avoir foi en Dieu. D'avoir la foi, parce que c'est le manque de foi qui a poussé peut-être Sira à faire pression sur son mari de prendre une seconde épouse. La seconde épouse a été aussi la cause du décès de son mari, et en fin de compte, elle a fini par avoir un enfant qui n'a pas malheureusement survécu. Peut-être si elle avait placé sa foi en Dieu, tout cela ne serait pas arrivé. Donc, juste pour dire qu'il faut qu'on fasse très attention. Il y a des très bons divins, comme l'a dit Chaka, mais il y a aussi des mauvais de nos jours qui induisent les gens en erreur. Merci. Bonsoir, Kadiatou Diallo. Je travaille dans le domaine des assurances et je suis écrivaine. Félicitations Modibo pour le livre. Il a été un coup de cœur en 2020 quand je l'ai lu. Pour aller plus vite, je voulais, en ce qui concerne la violence basée sur le genre, je voulais vous dire que les hommes et les femmes sont touchés. Si on parle plus des femmes, c'est parce que ce sont ces femmes qui sont plus touchées. C'est pour ça, aujourd'hui, tout le monde parle de la violence basée sur le genre et on rattache tout de suite aux femmes. Mais on est conscient que les hommes aussi sont touchés. Pour ce qui concerne la complexité de la femme, je voulais rajouter que c'est un être humain, comme vous êtes aussi complexe. Et pour pouvoir le comprendre, je vous invite à lire le livre de John Gray, un écrivain américain, le titre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Je vous conseille de lire ce livre et après on pourra discuter. Et pour finir, vraiment, merci d'avoir mis le couteau dans la plaie concernant les divas de la capitale. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mbaye, dernier mot. Okay. Bonsoir à tous. Malik Mbaye, chef section formation à la Direction nationale des archives du Mali, et que je suis aussi écrivain. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de M. Modibo Touré et je suis avec beaucoup d'intérêt votre présentation aussi. Alors, la question que je m'en vais vous poser, c'est simple. Alors, lorsque j'ai lu le livre, la fin est sombre. Peut-on espérer à un tome 2? Ensuite, est-ce que Eboloni Moussouye Nyoron, voilà, c'est Nyoron Bolomne? Ça sera la solution. Merci. Bonsoir, merci. Je voudrais tout simplement féliciter mon jeune frère Modibo pour la qualité du livre. Je ne l'ai pas lu, mais je crois comprendre déjà qu'à travers les explications, j'ai retenu beaucoup de leçons de ce livre-là. C'est vrai, je ressens un petit acharnement contre les femmes. Hein. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est lié à la vie de l'auteur ou à son environnement immédiat. Donc je voudrais tout simplement terminer en remerciant Dioliba TV pour l'occasion. C'est la deuxième fois que je me retrouve ici et j'espère que ça va continuer. Merci. Merci. Voilà. Alors, c'est fini, plus d'intervenants. Monsieur Modibo, Mbaye a posé deux petites questions. Est-ce qu'il y aura un tome 2? J'allais poser la question, c'est le début d'une trilogie, on ne sait pas. Est-ce que si les femmes abandonnaient les pieds, je ne sais pas, les mains pour prendre les pieds, est-ce que ce serait une solution au problème? Rapidement, M. Modibo Touré, nous sommes vraiment pris par le temps. Oui, en fait, je n'envisage pas un tome 2, mais ce n'est pas à exclure, parce que je suis sur 4 livres déjà,
me tiennent à cœur. Mais peut-être l'homme peut venir après. Maintenant, les femmes, c'est que votre souhait ne sera pas réalisé. Les femmes ne vont jamais se mettre d'accord sur un même sujet. En tout cas, je n'ai pas foi en ça. Ok, merci donc M. Modibo Bassédou Touré. Votre dernier mot à l'endroit du public, c'est qui nous regarde sur Djoliba TV, c'est qui nous écoute sur Djoliba FM. Voilà, je remercie seulement Djoliba TV, vous-même, M. Traoré, ainsi que ce charmant public. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc ce qu'il fallait retenir de cet ouvrage, le premier de Modibo Bassédou Touré, intitulé Sira ou les divas de la capitale. Nous avions été très heureux de vous le présenter. Nous osons croire que vous serez avec nous le mois prochain à bord de ce même train, à bord du même espace pour en tout cas d'autres aventures. Merci de nous avoir suivis et à très très vite sur Djoliba TV News. Merci. Allez, le cocktail c'est tout à l'heure. Estamba. Merci mesdames et messieurs.